Donc, bienvenue tout le monde à cette première conférence Hydro-Québec qu'on remercie pour son appui au congrès. On a le privilège d'avoir avec nous Étienne Basmer, qui est gradué de X, a complété son PhD au LSI, a été un excellent collègue, très apprécié au département des sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal. Et après nous avoir quitté pour les lieux meilleurs, à Sciences Po à Paris en 2006. La même année d'ailleurs qu'il reçoit le prix du meilleur jeune économiste en France, de moins de 40 ans. À l'époque. On connaît. Étienne est reconnu pour ses contributions très importantes qui sont apparues dans les meilleures revues comme l'American Economic Review, International Economic Review, Journal of Labor Economics et plusieurs autres. Il est connu pour sa très grande compétence dans les modèles qui ont été développés en premier par Chris Pissarides, le prix Nobel, qui a été aussi le directeur de thèse de Étienne. Bienvenue, Étienne. Merci beaucoup. C'est moi, j'étais très très touché par l'invitation et ça me permet de me rappeler effectivement de 3 belles années à l'UQAM, à la fois productives et heureuse à tout point de vue, donc c'était voilà, ça me fait vraiment plaisir de revenir. C'est d'autant plus intimidant que c'est après les présentations de Louis, Marie-Claude, Nicole, et je vais essayer d'ailleurs de rebondir sur certaines des questions que eux-mêmes ont abordées. Et c'est aussi une occasion de rendre hommage au travail de ces pionniers de la littérature de l'appariement, des frictions de recherche, et notamment celle de Christopher Pissarides. Dans un premier temps, je vais essayer de rappeler les principes et la façon dont on peut expliquer en fait ces modèles à nos étudiants et aux jeunes chercheurs. Puis ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer quelles sont des pistes de recherche qui peuvent être utiles à l'analyse. Et peut-être aussi par rapport à la macroéconomie, j'ai été frappé de voir le degré de compétence et de technicité à la fois de la présentation et des exercices de calibration que Louis a rappelé et de l'évaluation du prix du risque dans la présentation de Marie-Claude. Ce qu'on va faire ici, vous verrez les pistes de recherche que je développe, on est vraiment dans l'enfance ou même peut-être vraiment au berceau du degré de compétence qui serait requis en termes de calibration, d'exercice quantitatif, et peut-être que justement ça suscitera un débat sur ce qu'on peut essayer de faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché frictionnel qui va être le cœur de l'analyse? C'est un marché où il n'y a pas de marché centralisé. En fait, les échanges, les opportunités d'échange sont faites au gré de rencontres bilatérales entre des agents qui sont des 2 segments du marché, qui se rencontrent aléatoirement. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de secrétaire de marché. C'est comme le Père Noël, il n'existe pas. On s'en rend compte après quelques années de réflexion. Quand on va discuter son salaire avec son doyen, il ne va pas nous dire le secrétaire de marché l'a fixé à tel niveau. C'est parce qu'il y a eu cette rencontre bilatérale entre une personne et une autre personne qu'on a décidé de fixer le salaire en tant que partage de surplus. Alors il y a des marchés sur lesquels ces frictions et ces appariements bilatéraux sont assez pertinents, d'autres où ils le seraient sans doute moins. On peut discuter de savoir si les marchés financiers sont des marchés où il y a une fiction de marché centralisé qui est pertinente ou pas, mais sur d'autres, comme notamment ceux où on a beaucoup d'hétérogénéité, comme le marché du travail, c'est une démarche qui peut être plus naturelle. Et donc dans le modèle canonique d'appariement, vous avez donc des travailleurs et des entreprises, disons un nombre U de chômeurs et un nombre V de vacances d'emploi, qui se rencontrent stochastiquement sans qu'il y ait d'intervention centralisée, avec, pour discipliner un petit peu ces rencontres stochastiques, ce qu'on appelle une fonction d'appariement, que je vais indicer par L ici parce qu'elle va apparaître bientôt sur d'autres marchés, comme fonction de ces 2 inputs. Donc il faut la voir comme une fonction de production à partir de ces 2 inputs qui nous dit combien de contacts sont créés par unité de temps. L'unité de temps peut être la semaine, le mois, ça peut être en temps continu.
On va aujourd'hui essayer de travailler en temps continu. L'équilibre n'est pas une demande égale à une offre, mais c'est plutôt un équilibre stationnaire entre différents flux. Donc c'est un peu ce qu'on avait appelé aussi à un moment la vision en flux du marché du travail. Il y a des arrivées dans le chômage, il y a des sorties du chômage, et ces sorties du chômage sont déterminées par cette fonction d'appariement et le ratio du nombre de vacances au nombre de chômeurs, qui va se trouver être, dans la plupart des cas, une statistique suffisante pour dériver les principales propriétés. Donc pour dire les choses différemment, il faut concevoir le modèle de chômage ici comme un équilibre entre des entrées et des sorties. C'est comme une baignoire, ou puisque c'est Hydro-Québec, un barrage avec des arrivées d'eau et puis des sorties d'eau, et le niveau d'équilibre dépend de l'intensité des entrées et des sorties. Voilà. Alors, c'est un modèle qui est très simple parce qu'il se résume à une équation et un petit principe fondateur qui est cette fonction d'appariement. Et cette équation, bien que simple et unique, va prédire que le niveau de chômage va dépendre de la productivité, des salaires et, de façon plus fondamentale, des pouvoirs de négociation des individus, des taux d'intérêt réels, du degré de rotation sur le marché du travail ou du taux d'obsolescence du capital, du matching qui va être donc un proxy pour toute une hétérogénéité à la fois géographique, de compétences, de spécialisation, qui va donc être résumé de façon simple, et puis également des asymétries d'information qui vont générer des rentes ou des quasi-rentes informationnelles que le modèle d'appariement va capturer sous la forme du surplus ou du surge capital qui va être accumulé. Voilà. Et alors cette simplicité, donc tout se résume à une équation sur laquelle on va revenir, peut permettre des extensions assez rapides et assez faciles à mettre en œuvre, avec notamment donc les problèmes d'accumulation de capital humain, d'inégalité de salaire, de conception des incitations que l'assurance chômage peut fournir. Donc là, on va introduire l'effort de recherche qui va être un input de la fonction d'appariement, un nouvel input. Les politiques actives du marché du travail, la formation professionnelle. Donc ça, c'est un peu le bloc travailleur. Le bloc entreprise, on peut y ajouter rapidement les ingrédients de rigidité des salaires, de coûts de licenciement, l'intensité de l'effort de prospection des entreprises, à la fois sur le marché du travail et sur le marché des biens, donc advertising. Les questions de régulation du marché des biens, des coûts d'entrée des entreprises, donc ça s'introduit facilement. On peut introduire la politique monétaire et avec les blocs déjà constitués, les cycles réels, et puis dernier étage de la fusée de la science économique, la croissance endogène, les questions de développement. Les marchés informels sont assez bien capturés par ces fonctions d'appariement, donc il y a en fait toute une gamme qui a pu être étendue progressivement à partir des contributions de base. Alors la thèse que je vais essayer de défendre dans la présentation, c'est que la simplicité du modèle et en fait tous ces ingrédients qui ont déjà été traités par de multiples travaux très solides, ne doit pas faire oublier qu'il y a d'autres dimensions dans le taux de chômage et ses fluctuations. Et ces autres dimensions sont, alors potentiellement, et ça va être un peu l'ordre de présentation, l'exubérance des marchés par rapport à la discussion d'hier en fin de présentation sur l'exubérance des marchés et les bulles. Donc on va voir comment est-ce que les bulles peuvent rentrer dans ce cadre, et d'autre part les frictions sur les marchés des biens et du crédit qui vont interagir avec le déséquilibre sur le marché du travail. Je dois dire aussi que la première partie va être donc un résumé de ce qu'avait fait Pissarides et ce qu'avait fait Peter Diamond et Dale Mortensen. La deuxième partie doit énormément à mes co-auteurs, donc sur différents travaux, et notamment dans l'ordre chronologique, Philippe Veil, avec qui j'avais travaillé sur les marchés financiers, Nicolas Petrowski-Nadeau, qui est un doctorant à l'UQAM, Steve Ambler et moi-même qui a fait une brillante carrière aux États-Unis depuis, et Guillaume Villemé, qui est un ancien étudiant de Sciences Po, qui est maintenant à HEC Paris, et on retrouvera en fait plusieurs intuitions que j'ai pu acquérir grâce à eux. Voilà. Alors, il y a un papier tout récent de Bob Hall et de Schulhofer-Wohl qui est vraiment très récent, qui date de quelques semaines, qui a été présenté en séminaire à Stanford au début du mois de mars, qui résume très bien en fait l'apport de ces modèles d'appariement. Et je cite directement deux phrases de leur abstract. La contribution décisive ou distinctive au modèle de chômage de Diamond, Mortensen et Pissarides a été la compréhension que en fait le marché du travail peut être résumé par un grand nombre de statistiques, mais que ces statistiques en fait sont congruentes à une seule dimension, qui est cet indicateur synthétique de ce qu'ils appellent la tension du marché du travail, donc qui dans le modèle va être le ratio des vacances sur le nombre de chômeurs.
Et que, je vais vous montrer un graphique qui montre à quel point on peut résumer effectivement toute la richesse du marché du travail avec une seule statistique, et que cette statistique détermine les évolutions du chômage. Le chômage qui dépend à la fois des entrées dans le chômage et des sorties du chômage, et leur thèse qui a été abordée dans d'autres papiers, et que les évolutions du chômage sont déterminées par le taux de sortie du chômage qui lui-même dépend de cette statistique qui est la tension du marché du travail. Ça ne veut pas dire que les entrées dans le chômage et les licenciements n'ont pas un rôle dans la dynamique, mais c'est un rôle de très court terme, au début des récessions, et ensuite la compréhension de l'évolution du cycle se fait beaucoup par cette variable de tension du marché du travail. Et pour l'illustrer, donc, il montre dans 19 secteurs, c'est sur le graphique de gauche, la durée des vacances, la durée que les entreprises mettent à recruter des salariés. Alors ça ressemble à un nuage de points qui n'a pas de structure particulière. À droite, c'est 18 catégories de travailleurs, donc selon la durée de chômage, l'âge, le sexe, qui, pareil, présentent quelques évolutions, mais qui ne sont pas particulièrement frappantes. Ce qu'eux font, c'est qu'ils enlèvent les effets fixes, les effets sectoriels, les effets de travailleurs, et en substance, montrent que tout se résume à cette courbe, ou à cette série de courbes qui sont effectivement très co-intégrées ou qui coévoluent de la même façon et qui vont être justement, après une analyse en composantes principales, la définition statistique de la tension du marché du travail. Donc en gros, c'est pour dire, voilà, il y a cette variable qui ici est inversée par rapport à ce qui est vraiment la tension du marché du travail. Donc c'est pour dire qu'elle varie en même temps que le chômage, mais la durée du chômage augmente à cette période-là, puis redescend, et ceci pour toutes les catégories de secteurs, de travailleurs, etc. Brève histoire de search et matching. En fait, donc, les idées qui sont derrière ces frictions, le fait que ça prenne du temps à trouver l'autre segment du marché, et compte tenu de sa complexité, avait été abordé dès les travaux de Stigler en 1962, qui s'intéressait, lui, à l'époque, aux écarts de salaire des doctorants de son université, de Chicago, expliquant que s'il y avait des écarts de salaire, c'est parce que justement il fallait chercher des informations sur les salaires et qu'on avait une règle conduisant à s'arrêter de rechercher à un certain moment. C'est ce qu'avait fait McCall, Mortensen, Diamond dans les années 70, donc avec le paradoxe de Diamond sur les frictions sur le marché des biens appliquées à la prospection d'emploi. La naissance, c'est la fonction d'appariement qui, pour les macroéconomistes, va simplifier énormément l'analyse puisqu'elle va donner un contenu statistique précis à ces frictions, et donc avec une série de contributions, dont celle de 1985 dans l'American Economic Review, dont je reparlerai un peu plus tard. Il y a la jeunesse ou la genèse, donc avec notamment le livre de Pissarides en 1990, qui a convaincu une grande partie des économistes européens de s'intéresser à ces questions de friction. L'extension par Mortensen et Pissarides du modèle de base avec les destructions endogènes d'emplois mises en pratique, et puis les deux handbooks de 1999, Macro et Labour. Et puis alors est arrivée la vie adulte, qui est en fait la confrontation à la réalité. C'est ça la vie adulte. Et c'est là que les difficultés ont commencé, parce que dès 1999, Cole et Rogerson, dans un papier un peu moins connu, mais très important, ont montré que le modèle avait quelques difficultés à expliquer les cycles, et notamment les cycles de création et destruction. Alors, l'ordre de grandeur de l'écart n'était pas énorme chez Cole et Rogerson. Scheimer a poussé un petit peu cette analyse dès 2002. En fait, le papier a été publié en 2005, mais montrait que le modèle avait une difficulté à caractériser les mouvements cycliques du chômage et de la tension du marché du travail. Et donc ça a donné lieu à une mini-industrie de recherche qui, pendant 10 ans, chacun est arrivé avec sa solution au puzzle de Scheimer. Et je reviendrai là-dessus parce que je pense qu'on a mal compris ce puzzle de Scheimer. En réalité, le modèle est assez robuste par rapport à ça. C'est juste que la source de choc est probablement distincte de celle qui était utilisée à l'époque. Voilà. Et puis un dernier mot sur les travaux de Pissarides. C'est toujours intéressant de regarder quels sont ceux qui ont été les plus visibles et les plus importants. Donc le livre a généré un très grand nombre de citations, de même que le travail avec Mortensen sur la destruction endogène d'emplois. Un élément clé de la constitution de ce champ de recherche a été les analyses empiriques de la fonction d'appariement. Est-ce que dans les données, on avait bien une relation entre le nombre de vacances, le nombre de chômeurs et le nombre de recrutements? Donc c'est le travail avec Barbara Petrangolo. Les handbook surveys, l'article de 1985 qui donnait des éléments de dynamique de court terme qui étaient assez novatrices à l'époque et qui ont convaincu la profession de s'engager sur l'analyse du cycle à travers ces modèles.
et puis d'autres contributions, notamment sur des modèles qui sont assez bien adaptés par leur vision de flux du marché du travail à l'analyse des institutions du marché du travail, donc le dualisme, les contrats temporaires, la protection de l'emploi, et puis d'autres débats sur la taxation et la fiscalité. Voilà. Donc c'est un peu un univers en soi que d'autres ont essayé d'enrichir progressivement à différentes dimensions. Donc la présentation va consister en essayer de disséquer l'apport essentiel, donc montrer l'équation de base unique qui permet de caractériser les mouvements d'entrée et de sortie surtout du chômage et les autres valeurs de paramètres qui déterminent ce taux de sortie, les propriétés empiriques et la critique de Scheimer, et puis deux contributions, deux extensions de ce paradigme. La première va consister à introduire des bulles rationnelles, stochastiques dans l'analyse, avec des difficultés que j'essaierai d'expliquer, donc qu'on peut voir comme des frictions de coordination entre les individus. Et puis, deuxième série de contributions, c'est d'introduire d'autres frictions dans les marchés des biens et de crédit, mais avec la caractéristique qu'avait un peu enseigné Pissarides à ses étudiants, qui était de garder un modèle suffisamment simple pour qu'on puisse identifier dans les équations ou l'équation principale les blocs qui nous intéressent. Et c'est la dernière partie de cet exposé. Et comme je l'ai déjà dit, tout ça est basé sur de nombreuses discussions avec mes anciens collègues dont la liste est ici. Alors, la première chose, c'est quelque chose quand on enseigne aux étudiants, on aime bien tout de suite déminer la critique principale. Quand on explique les frictions, on introduit cette fonction d'appariement, cette fonction M de V et de U. Et la critique, c'est oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente concrètement, cette idée qu'il y a un lien entre le nombre de vacances, les stocks, le stock de chômeurs, et puis le nombre de créations d'emplois? En réalité, on peut aborder la question complètement différemment. On peut définir avant même de définir une fonction de matching, deux concepts qui vont être ici la durée ou le taux avec laquelle les entreprises peuvent remplir une offre d'emploi vacante. Donc on va parler de processus de Poisson en temps continu, mais c'est comme une probabilité par unité de temps, qui va être une fonction potentiellement des inputs V et U. Et la meilleure façon en fait de définir cette fonction, c'est de dire s'il y a un nombre ML de recrutement, et qu'on divise le nombre de recrutements par le nombre de vacances, ça nous donne en gros la probabilité par unité de temps de pourvoir cet emploi vacant. S'il y a 100 recrutements et 1000 vacances, cette probabilité serait de 0,1 par période. Si on a une fonction d'appariement, c'est une fonction de θ, surtout si elle a un rendement d'échelle constant, et donc on va avoir ce θ qui rentre naturellement. De la même façon, on peut définir ici le taux de sortie du chômage, qui va être le nombre de recrutements divisé par le nombre de chômeurs. Ça donne la probabilité de sortir au cours de la période du chômage, et ça va être en gros ML sur U, c'est-à-dire en fait ML sur V fois V sur U, et on va avoir une identité ici qui est F de θ égale θ Q de θ. Si F de θ est la probabilité de sortie du chômage, Q de θ la probabilité de remplir une vacance, il y a un lien qui est une identité en fait entre les deux. Alors pourquoi est-ce que c'est important de le présenter comme ça? C'est qu'en fait, cette identité-là, elle ne dépend pas des propriétés de la fonction d'appariement, mais elle a une implication tout de suite immédiate, c'est que si le taux de sortie du chômage F, ce F ici, était indépendant de θ, donc de la tension du marché du travail, alors mécaniquement Q serait dépendant de θ et inversement proportionnel. Si F est exogène, Q va être 1 sur θ, modulo un paramètre d'échelle. Inversement, si le taux de recrutement Q était indépendant de θ, alors c'est forcément F qui serait dépendant de θ, qui serait linéairement dépendant de θ. En d'autres termes, avec le processus stochastique qu'on a en tête, indépendamment de la fonction d'appariement qui n'est pas essentielle ici, on ne peut pas avoir ces deux taux de transition qui soient tous les deux indépendants de θ. Forcément, un des deux en dépend, et probablement, si on est un peu centriste, on va dire, en fait, les deux dépendent de θ, avec, dans le cas le plus évident, une Cobb-Douglas qui dirait que le taux de sortie d'une vacance qui devient donc remplie va être une fonction décroissante avec une élasticité constante de θ, et F va être une fonction croissante de θ. Donc plus il y a de vacances relativement au nombre de chômeurs, plus on va sortir facilement du chômage. D'accord ? Donc tout ça pour dire que F et Q ne sont pas générés par la fonction d'appariement en tant que telle, c'est le processus stochastique qui fait que nécessairement il va y avoir un lien entre cette statistique suffisante du marché du travail, θ, et les taux de transition qui vont être les objets pertinents pour analyser le reste. Après, si on veut mettre une fonction Cobb-Douglas sur cette fonction d'appariement, très bien, ça va définir les élasticités qui sont ici, qu'on va prendre en général égale à 0,4, 0,5, mais il n'y a pas d'hypothèse particulièrement forte derrière, à part le fait qu'il y a des frictions stochastiques sur le marché du travail.
Alors, le succès du modèle, à mon avis, était le suivant, c'est que d'abord, on a utilisé les outils de finance. Donc, on considère la valeur d'actif d'une entreprise, ces flux actualisés de dividendes, qui vont être en gros le revenu de l'entreprise moins le salaire. Mais aussi, on va voir les employés et les chômeurs comme des actifs financiers. Je suis employé, j'ai un dividende qui sont mes salaires. Je suis chômeur, j'ai un autre dividende qui sont la valeur d'être au chômage en flux, donc l'assurance chômage, la valeur du loisir. Et si on a un taux d'escompte commun aux salariés, aux entreprises petit r, et un taux de destruction des emplois petit s, eh bien l'équation de premier ordre, la condition de premier ordre du modèle va nous dire que la valeur actualisée des profits, x moins w sur r plus s, va être égale à gamma sur q, où gamma est le coût de recrutement pour une entreprise par unité de temps. Et donc gamma sur q va être l'espérance, en gros, de ce que ça va coûter de recruter un salarié. Et donc la condition dit simplement, à l'équilibre de libre entrée, le coût de recrutement va être égal au dividende, à la valeur actualisée des profits, qui est cette équation fondamentale. En état stationnaire, ce terme disparaît. J est la valeur de l'entreprise. En état stationnaire, c'est x moins w sur r plus s. Et si, en particulier dans le cadre des bulles, ça va être important, si la valeur de l'entreprise augmentait, parce qu'il y a de la croissance, parce qu'il y a une croissance de la valeur de l'actif, il faudrait rajouter ce terme-là. Et donc c'est cette équation-là qui reflète le lien entre θ et les autres valeurs des paramètres, plus ce qui va déterminer le salaire ici. En temps discret, l'équation s'adapte instantanément. C'est un peu la même forme que celle-ci. Vous avez les coûts de recrutement en valeur espérée qui sont actualisés, qui sont l'espérance de profit, donc à la période t plus 1, xt plus 1 moins wt plus 1. Puis ici, il y a, si l'entreprise n'est pas détruite, l'entreprise aurait de façon récursive la valeur des profits à la date t plus 1, et la valeur des profits à la date t plus 1, c'est gamma sur q de t plus 1, donc les coûts de recrutement espérés, à nouveau, parce qu'on sait qu'à la période suivante, on sera dans la relation d'équilibre. Donc ces deux formes identiques, celle-là est due à Scheimer en 2005, celle-là est essentiellement celle de Pissarides, et on voyait qu'on a une équation simple qui donne θ, qui ensuite donne le chômage, qui dépend des différents paramètres. Alors cette fonction, cette équation qui est ici, on peut la log linéariser, et c'est cette log linéarisation qui a donné lieu à beaucoup de débats empiriques pour savoir si le modèle capturait vraiment les dynamiques du marché du travail. Donc on log linéarise, et on obtient donc à gauche un θ chapeau, c'est le taux de croissance en déviation par rapport à l'état stationnaire de la tension du marché du travail. Et à droite, on a les paramètres qui peuvent influencer ça, et on regarde notamment la dynamique des revenus de l'entreprise, notamment la productivité, et on regarde si, observant la valeur des chocs de productivité et leur volatilité, on obtient une amplification suffisante de la variation du marché du travail. Et la réponse est non, il n'y a pas d'amplification suffisante de ces chocs de productivité, et on manque la cible d'un facteur 10. 10 voire 15, je vais vous montrer sur un graphique. Donc c'est le point qu'avait fait Scheimer. Alors on peut toujours dire qu'il n'y a pas que le choc de productivité, il y en a d'autres, des chocs de demande, des chocs de tout ce qu'on veut, mais pour arriver à redresser la volatilité d'un facteur 10 ou 15, il va falloir beaucoup d'efforts pour cela. Alors ce tableau donne les moments empiriques du marché du travail, en tout cas dans cette partie-là. Vous avez la déviation du log du chômage, avec une volatilité de l'ordre de 0,2, celle des vacances de 0,087, avec une corrélation négative très forte entre U et V. Et donc la tension du marché du travail a une volatilité qui est ceci plus ceci, donc 0,37. Et les chocs de productivité, estimés par résidu d'une équation de Solow, ont une volatilité relativement faible, 0,02. Et donc c'est là qu'on manque l'amplification d'un facteur 15, parce que le modèle ne va pas permettre d'aller au-delà d'une amplification plus grande que 1, quelque chose. Ça va être le tableau suivant. Je laisse de côté la discussion sur ce que c'est que les moments financiers ici. Quand on regarde le modèle avec une calibration raisonnable, si on choque le modèle avec ces chocs de productivité qui ont donc une petite fluctuation au cours du cycle, eh bien, on obtient une volatilité de la tension du marché du travail qui est de 0,035, donc 10 fois plus faible que ce qu'on a dans les données. La volatilité du chômage est très faible, la volatilité des vacances est très faible. Alors maintenant, on peut s'intéresser à la partie droite du tableau, parce que ça va être la clé de compréhension de la première partie de cette présentation. Il existe dans le modèle l'équivalent de la valeur d'actif dans l'économie, c'est la valeur de l'entreprise. C'est ce J dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce J, si on a des impulsions de X,
de la productivité, ça donne des impulsions et des variations de la valeur des actifs. De la même façon, on peut définir le price-earning ratio, la valeur de J divisée par les dividendes. Il se trouve que la volatilité des actifs, ou de ce price-earning ratio, est de l'ordre de grandeur de celui de la productivité. Donc le modèle, en fait, va dire, s'il y a une volatilité de X de 1, on va avoir une volatilité des actifs de 1. Et on a une petite amplification d'un facteur 2 entre la valeur des actifs, la volatilité des actifs et puis la volatilité de la tension. Revenons aux données. Qu'est-ce qu'on voit dans les données? Eh bien, sur la période 51-2014, que la volatilité des actifs est de 0,15 et elle est de l'ordre de grandeur de la volatilité du chômage. Donc ce qu'on avait dans le modèle, je reviens sur les chiffres en rouge, c'est une correspondance entre ceci et ceci, et puis une amplification d'un facteur 2. Ça correspond exactement à ce qu'on a dans les données. C'est que dans les données, la volatilité des prix des actifs est de l'ordre de la moitié de celle de la tension du marché du travail et à peu près de l'ordre de grandeur de celle du chômage. Premier point, je le mets en suspens et on va résumer. Deuxième point, quand on regarde la corrélation entre la valeur des actifs et la tension du marché du travail, elle est forte, positive et presque égale à 0,5. Donc il y a une forte corrélation dans les données entre la valeur du prix des actifs et la valeur de la tension du marché du travail. Le prix des actifs, j'aurais dû le dire, c'est l'indice de Standard & Poor's 500, l'indice composite qui capture la valeur des firmes dont la contrepartie théorique est celle du modèle grand J. Puis dernière chose qui devrait nous frapper, la volatilité, la corrélation entre petit x, la technologie, et la valeur des actifs est très faible, 0,178. Donc, je mets ces trois choses ensemble. Premier résultat, donc, qui correspond au chiffre en vert sur le tableau, la volatilité du chômage et celle des variables financières sont du même ordre de grandeur dans les données, et aussi dans le modèle, au passage. La tension du marché du travail et le prix des actifs financiers sont fortement corrélés, 0,47. Et la productivité et le prix des actifs financiers sont en fait assez faiblement corrélés. Donc ces trois éléments, en fait, ça nous permet de définir, en fait, de dévier la critique de Scheimer sur autre chose, c'est de dire que l'incapacité du modèle d'appariement à prédire la volatilité et les fluctuations du chômage, c'est en fait son incapacité à refléter la volatilité de la valeur de la firme. Mais si le modèle capturait la volatilité de la firme, il n'aurait aucun problème à capturer la volatilité du marché du travail. Donc ça déplace en fait la recherche, ce que nous on appelle le Financial Volatility Puzzle, essayons de comprendre pourquoi J fluctue beaucoup, et ensuite, si on a ça, normalement on aura la bonne valeur de la des fluctuations du chômage. Et pour le prouver, je reviens à mon équation gamma sur Q égale J. Oublions ça, ça c'est la valeur de J. Je log linéarise ça, et j'ai très simplement que θ chapeau est égal à 1 sur eta fois J chapeau. Eta, c'est le paramètre clé de la fonction d'appariement, c'est 0,5. Dans les données, la volatilité du Standard & Poor's en log déviation, c'est 0,15. Celle du chômage, celle de θ, pardon, c'est 0,30. Et le modèle, en fait, c'est un grand succès. Il prédit que si on a la bonne valeur des fluctuations de J, on a les bonnes valeurs des fluctuations de θ. Donc il n'y a pas de puzzle de Scheimer sur les fluctuations de θ, c'est en fait un puzzle sur, mais qui est le problème de toute la macro, je crois, que les fluctuations technologiques ne sont pas suffisantes pour générer la fluctuation des valeurs des entreprises qui sont le déterminant des créations d'emplois à travers cette équation. Okay, donc ça, c'est un premier point de l'analyse qui en germe un petit peu en ce moment. Il y a un papier, le dernier papier de Bob Hall et tourne beaucoup autour de ça, même s'il attribue les fluctuations de la valeur de la firme à d'autres facteurs, le taux d'escompte stochastique, et c'est quelque chose qui est intéressant de noter. Pour redire la même chose, ici vous avez le S&P Composite Index et ses fluctuations détrendées, et puis ici vous avez les fluctuations du chômage avec des corrélations qui semblent presque parfaites, elles ne le sont pas, c'est 0,5, mais ça reste très élevé. Donc en gros, et ça c'est ce que le modèle va prédire, si vous avez des fluctuations de la valeur de la firme, vous avez des fluctuations du nombre de créations d'emplois par les entreprises. Alors du coup, pour poursuivre le raisonnement, et c'est un point de vue qui est, je pense, assez minoritaire en macroéconomie, mais la valeur des entreprises, c'est une variable financière, et on n'a pas forcément envie de dire qu'elle est uniquement déterminée par les fondamentaux. Ça peut être certainement des fluctuations de la technologie, mais il y a d'autres choses dans la valeur des entreprises qui peuvent conduire en fait à avoir une volatilité excessive par rapport à ce que les fondamentaux disent. Et c'est la première chose qu'on va faire. On va se demander si on ne peut pas aller regarder du côté des déviations des fondamentaux pour
augmenter les fluctuations de la valeur des entreprises et du coup obtenir la bonne volatilité du marché du travail. Puis la deuxième chose, qui est un peu liée à la première, c'est que les marchés financiers ne sont pas parfaits. D'ailleurs, ça sera une des explications des bulles. Et donc, on peut creuser la question des marchés financiers dans ce modèle-là. Voilà, donc ça va être la deuxième partie de la présentation où on va essayer donc d'expliquer la volatilité du chômage à travers des phénomènes un petit peu exubérants des marchés financiers. Alors, ne pas détraîner trop vite, c'est vrai que souvent on détraîne et on regarde hors déviation. Je suis toujours frappé par ce graphique, donc le S&P sur 30, 40, 45 ans, avec ces évolutions de plus en plus marquées de la valeur des actifs, avec des amplitudes grandes. Alors c'est un peu trompeur parce que c'est le prix en nominal, et donc forcément ça dilate les fluctuations. Si on le prend en réel, on a toujours des grandes fluctuations dans les années 2000, et en fait c'est toujours pas la bonne façon de représenter les données. Il faudrait prendre le log, là c'est en niveau, donc c'est ce que je fais ici sur une plus longue période. Vous avez le log du S&P sur une très longue période, et vous avez donc là où les fluctuations sont moins marquées sur la période récente, même si elles sont quand même relativement importantes sur certaines périodes. Alors la façon dont on peut voir ce graphique, et à nouveau je ne prétends pas que ce soit la seule façon de le voir, mais c'est qu'il y a deux régimes en réalité. Vous avez des régimes qui sont des régimes normaux, vous avez des fluctuations qui sont probablement des fluctuations purement fondamentales. Vous avez des chocs temporaires, de technologie, des chocs peut-être de demande, mais qui sont de l'ordre de grandeur de quelques pourcents, quelques 10% peut-être sur le cycle. Puis vous avez des périodes anormales, mais plus rares, dans lesquelles les fluctuations sont beaucoup plus grandes, avec des augmentations sur des périodes courtes, qui peuvent être 15, 20, 30%, 40%, qui sont les périodes justement où il peut y avoir ce qu'on va appeler des bulles et leurs explosions avec des chutes spectaculaires. Alors c'est des phénomènes qui sont très anciens. Ça a commencé avec le Saint-Empire romain germanique, là il y a eu ensuite la crise des tulipes, Black Thursday, Black Tuesday, Black Monday, chaque jour de la semaine a été black à un moment. L'invasion du Koweït, etc. Et c'est avec des variations qui sont parfois de 10 à 20% en négatif dans une même séance. Alors tous ne sont pas ce qu'on va caractériser par des bulles. Certains, en fait, de ces mouvements sont rattrapés dans la semaine qui suit. Et en fait, les vraies explosions de bulles qui conduisent à 6 mois ou 2 ans de stagnation des marchés financiers sont beaucoup plus rares et arrivent plutôt tous les 10, 15, 20 ans, plutôt que aussi fréquemment qu'on pourrait le croire. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est dans un premier temps d'imaginer une structure pour penser ces questions de bulles. Chaque fois qu'on a enseigné macro, alors je ne sais pas, 301, j'imagine, on a éliminé les bulles tout de suite alors que ces bulles sont partout dans les modèles. Pourquoi est-ce qu'elles sont partout? Parce qu'en fait, toutes les solutions dynamiques des modèles ont un terme qui diverge à l'infini, qu'on élimine avec la contrainte de transversalité, un peu de façon routinière, en disant, voilà, c'est pas possible qu'il y ait une bulle, et puis on ne se pose pas toujours la question. Alors quand on creuse, la raison pour laquelle la contrainte de transversalité élimine les bulles, c'est que la bulle croît à un taux exponentiel, qui va être le taux d'intérêt, en fait. Et si le taux d'intérêt est plus grand que le taux de croissance de l'économie, la bulle va finir par absorber toutes les liquidités de l'économie et être plus grande que l'économie elle-même. Et donc, si on est intelligent, on se rend compte que ce n'est pas possible. La question, c'est est-ce qu'on est intelligent? Alors, la réponse est oui, on est intelligent. Mais sur les marchés financiers, il semble que, bien que les agents soient intelligents, ils pensent que les autres sont parfois un peu stupides. Et en fait, ça va être cette question de higher order irrationality qu'on va mettre en place, qui est quelque chose de devenu assez populaire dans la littérature. Les gens, à un certain niveau, sont rationnels, mais pensent que les autres peuvent ne pas l'être. Et ce doute sur leur rationalité va suffire à maintenir l'existence d'une bulle. Alors Blanchard et Fisher nous le disaient déjà, ruling out bubbles relies on a degree of rationality and foresight which is unlikely to be present in practice. Il faut voir qu'on parle de ce qui se passe à l'infini. Et déjà, c'est conceptuellement difficile. Nous, on ne va pas aller jusqu'à penser que les gens ne pensent pas à l'infini, mais on va penser qu'ils pensent que les autres ne pensent pas l'infini correctement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas common knowledge de l'hypothèse de rationalité. Alors, les bulles sont des objets très difficiles à dompter, ça prend du temps à être bien à l'aise avec ça. Il y a des résultats assez négatifs dans la littérature, justement avec ces hypothèses de rationalité. Donc, il y a Tyrol, Weil, Santos et Woodford ont des théorèmes qui disent que les bulles sont éliminées en principe de ce principe de rationalité.
Et puis vous avez une littérature en finance que je ne connais pas bien, que mon co-auteur serait plus à même de commenter, mais avec des réflexions qui sont intéressantes. Et notamment l'idée qu'il y a différents types d'investisseurs. Certains peuvent être un petit peu irrationnels ou un petit peu sentimentaux, en tout cas vont se précipiter sur des classes d'actifs à certains moments, de façon qui n'est peut-être pas toujours légitimée par les données financières. Et surtout, très important, que tous les investisseurs qui sont, eux, non sentimentaux, rationnels, ne sont pas capables d'arbitrer contre ces investisseurs un petit peu irrationnels. Et parfois, jouer contre le marché, c'est-à-dire shorter un marché où tout le monde s'enthousiasme, c'est extrêmement dangereux. Et les gens ne le font pas, ou s'ils le font, ils font faillite. Parce que ça peut durer longtemps, cette coordination sur la solution de bulle. Donc c'est un peu cette idée qu'on va essayer de mettre en place. Donc on va prendre les second order beliefs. Tout le monde croit dans la condition terminale ou de faisabilité. Certains pensent que, en tout cas parmi les gens rationnels, que d'autres n'y croient pas. Et donc que ces autres qui n'y croient pas vont soutenir le cours d'un actif bubbly qui, lui, va croître au taux d'intérêt essentiellement. Et l'hétérogénéité des croyances n'est pas suffisante pour éliminer la bulle si on limite un peu le short selling. C'est là que les frictions sur les marchés financiers vont revenir. Alors on pourrait discuter, c'est des objets fascinants, ces bulles, et c'est vrai que dans la littérature macro-labor, on les a complètement squeezés, on ne les a pas utilisés. On s'est dit, voyons si ça nous mène quelque part, on verra bien ce que ça donne. Donc il y a deux choses qu'il faut faire, c'est un, essayer de faire un modèle simple avec ces bulles, ce n'est pas toujours facile, et deux, c'est d'essayer de voir si quantitativement ça apporte quelque chose. Alors, on le fait de la façon suivante, il y a deux régimes, un bubbly et un latent. Alors latent, ce n'est pas le régime fondamental, parce que dans le régime latent où les prix des actifs sont stables, ne sont pas coordonnés sur la bulle, on sait quand même qu'à un moment, il peut y avoir une bulle qui apparaisse. C'est un peu comme si j'avais un bout de terrain dans le désert en Californie. Il n'a pas de valeur, il ne produit aucun rendement, mais il se peut qu'un jour, il y ait une ruée vers l'or et que cette valeur-là devienne très importante. Et donc, du coup, c'est déjà capitalisé dans la valeur. Donc, on fait l'hypothèse qu'il y a ces deux régimes. Le régime bubbly, c'est le moment où tout le monde se coordonne rationnellement sur la solution explosive. Et donc, c'est rationnel d'échanger un prix en croissance, même si les dividendes ne sont pas là. Et un état latent où on a donc les prix qui sont stables. Les prix des actifs, ça va être ici la valeur de l'entreprise. C'est le grand J qui va avoir un terme potentiellement explosif. Voilà, dans une petite économie ouverte, en temps continu, avec un taux d'escompte. Donc, on va utiliser un peu la technologie de Pissarides avec des processus de Poisson qui permettent d'aller d'un état à l'autre. Et c'est un sunspot, c'est une variable extrinsèque. Donc JL, ça va être la valeur de la firme dans l'état latent. JB, ça va être la valeur de la firme dans l'état bubbly, qui dépend de l'âge de la bulle, puisque la bulle va créer cette croissance exponentielle. Et donc le taux d'arrivée de ce régime de bulle, c'est upsilon, qui est le symbole que j'ai trouvé le plus proche du champagne, avec les bulles qui sortent. Et xi, qui est le taux d'explosion de la bulle. Et donc on va passer de l'un à l'autre en fonction de l'humeur, du temps. Et puis il y a un troisième paramètre qui va décrire la bulle, qui arrivera naturellement dans les équations que je réserve pour tout à l'heure. Alors, latent time, c'est la même chose que le modèle de Pissarides, il n'y a rien de nouveau ici. La valeur de l'entreprise, c'est les dividendes, plus il y a quand même ce gain en capital. Si la bulle apparaissait soudainement, par exemple au bout de 10 ans de calme, les gens se mettent à se passionner pour un secteur d'activité, eh bien, il va y avoir un gain en capital qui est qu'on va passer à une valeur d'actif, où la valeur de l'entreprise va devenir JB de 0. La bulle est née avec un âge 0, et donc on fait ce gain en capital. Donc, ceci dit, ça va donner JL égale en gros X moins W sur R plus S, plus ce petit terme correctif, mais c'est la même équation. Les bubbly time, ils sont définis par la même équation de Bellman, sauf que dans une équation de Bellman, il y a ce terme qu'on néglige quand on est à l'état stationnaire, mais qu'on ne néglige plus ici, et qui donne en fait une équation différentielle du premier ordre. JB est une fonction de sa dérivée. D'accord ? Et donc, à nouveau, la contrainte de transversalité l'élimine. Nous, on la garde, et si on la garde, ça nous donne ceci. Donc, il y a un terme qui ressemble au fondamental, x moins W sur R plus S, plus la probabilité de perte en capital si la bulle disparaissait, on reviendrait à la valeur d'actif dans l'état calme. Et puis, il y a ce terme C exponentielle R taux, que cette constante, et donc C, c'est le troisième paramètre de la bulle, c'est la constante d'intégration. Et grand R, c'est quelque chose qui dépend des paramètres. La bulle, pour être soutenable, doit croître à un taux qui est le taux d'intérêt plus le taux de destruction du job, plus le taux de destruction de la bulle. Donc ça peut être potentiellement assez rapide.
Mais c'est rapide, mais c'est compensé par un taux de décès de la bulle lui-même qui peut être important, et donc ça va être capitalisé dans la valeur ici. La question c'est est-ce que C vaut 0 ou pas? Eh bien si on fait l'hypothèse que C n'est pas égal à 0, et à ce moment-là il va y avoir ce régime avec une bulle qui apparaît et une valeur d'actif, la valeur de l'entreprise qui peut augmenter. Alors, dans l'état latent, on a une équation centrale de Pissarides qui apparaît, gamma sur Q égale x moins W sur R plus S, plus la capitalisation de la bulle. Si un jour la bulle apparaît avec probabilité upsilon, j'aurai la constante d'intégration qui va apparaître, qui est en fait le gain en capital avec cette formule-là. Donc ça veut dire que la valeur de la tension du marché du travail est plus grande que celle du fondamental, qui serait celle-ci, par l'existence de cette capitalisation future anticipée de la bulle. Ce qui est la dynamique, l'essence du modèle ici, c'est que quand on est dans la période exubérante, la valeur de la tension du marché du travail dépend de taux et elle en dépend exponentiellement. Donc on a à nouveau la valeur du fondamental, donc l'espérance des coûts de recherche sur le marché du travail sont égaux à la valeur du fondamental, plus le fait qu'à tout moment, la valeur des entreprises augmente et donc du coup les investisseurs se précipitent pour créer des jobs et c'est exactement ce qu'on observe dans les données. Dans le secteur des technologies dans les années 2000, il y a eu des embauches massives et on voit les courbes d'emploi qui augmentent, c'est un peu ce que ceci est censé capturer. Alors ça nous permet d'aller dans la dynamique. Alors un des grands succès de Pissarides en 1985, ça avait été de répliquer dans son modèle un phénomène qui était ce qu'il appelait les counterclockwise loops. Dans le plan qui décrit le chômage et les vacances d'emploi, il avait observé dans les données que, je vais le montrer sur le graphique suivant, que le modèle prédisait ce type de fluctuation. Donc ici on a la fameuse courbe de Beveridge, une espèce de lieu d'équilibre, de point d'équilibre des vacances et du chômage. C'est là qu'on tend à l'état stationnaire. Et puis, le modèle donne une valeur de θ, donc la valeur de la tension du marché du travail. On est à ce point. Si un jour il y a une nouvelle positive pour l'économie, plus de profit, eh bien on jump immédiatement à un nouveau niveau de vacances. Et puis le chômage, qui est une variable d'état, redescend doucement vers l'état stationnaire. Et puis si on a une mauvaise nouvelle, on revient à l'état initial. Et donc on a ces counterclockwise loops, anticycliques, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on retrouve cette dynamique dans le modèle avec bulle, mais qui est générée de façon un peu endogène, avec ces sunspots. Donc on a ici l'état latent, où les entreprises anticipent que leur valeur d'actif est stable. Et puis, du jour au lendemain, on a l'émergence d'un marché bullier. Et donc, on jump immédiatement à θB d'âge 0. Donc, on arrive ici. Et là, se met en place une espèce de course entre l'expansion de la bulle. Donc, les gens sont de plus en plus frénétiques sur le secteur. Ça peut commencer lentement, mais la croissance est exponentielle. Donc, on a cette augmentation de θ au cours du temps. Donc, c'est ce que cette expansion décrit. Puis, dans le même temps, il y a la convergence vers la courbe de Beveridge qui, elle, ne change pas. Et donc, la variable d'état tend à se rapprocher de ça. Et donc, cette courbure ici, c'est la tension entre l'expansion de la bulle, les esprits irrationnels, et puis la convergence vers le taux de chômage d'équilibre. Et puis, un jour arrive l'explosion de la bulle, on redescend ici. Et vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça fait une dynamique un peu plus complexe, mais surtout une amplification. Parce que l'explosion de la bulle va en soi détruire beaucoup de valeurs et réduire drastiquement la valeur de V, qui ici était déterminée uniquement par les fondamentaux. Donc à la fin, ça devient un puzzle un peu quantitatif, c'est est-ce que penser les bulles quantitativement permet d'augmenter la volatilité de l'économie. Peut-être juste une remarque incidente. Le paramètre grand C, donc il a la constante d'intégration dans mon équation différentielle, celle qui est vitale pour que la bulle existe, en fait, à une interprétation, c'est juste un coefficient proportionnel au gain de valeur quand on passe d'un état sans bulle à un état avec bulle. Quand on passe de l'état latent à l'état où la bulle est apparue, la valeur des entreprises augmente et c'est précisément ce que caractérise cette quantité grand C. Donc si on imagine que la valeur des entreprises est continue, ne dépend pas des anticipations et de leur coordination, à ce moment-là, il n'y a plus de bulle. La seule raison pour laquelle il y a une bulle, c'est que de temps en temps, il y a des jumps dans la valeur de la firme. Alors, quantitativement, comment est-ce qu'on procède? On reprend les valeurs de calibration habituelles sur les variables essentielles, donc taux de séparation, taux d'intérêt, la valeur du loisir, des paramètres de la fonction d'appariement, etc. Et on rajoute ces trois paramètres. Alors, de la façon suivante, pour que l'exercice soit à peu près discipliné, on dit, prenons dans d'autres études ce que disent les gens en finance ou en finance comportementale sur l'apparition de ces bulles. Et les gens nous disent,
Le cycle de vie d'une bulle, là c'est du trimestriel, en gros c'est 12 ans et demi. Donc il y a 10 ans de calme et 2 ans et demi en moyenne d'expansion de la bulle. Alors, à nouveau, je parle sous le contrôle des grands spécialistes de la finance, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, on prend ces valeurs. Donc, upsilon, c'est 1 sur 32 en trimestriel, donc elles apparaissent en gros en moyenne tous les 8 ans, 8-9 ans. Et puis, la destruction de la bulle se produit en moyenne au bout de 2 ans, avec bien sûr une variation. Elle peut disparaître plus tôt ou plus tard, mais ça donne ces taux. Et le paramètre C, donc ce jump de la valeur des entreprises, qui est important parce que... vous voyez, la valeur de l'entreprise au cours du temps, c'est ça. Puis un jour, elle jump et elle fait ça. Et ensuite, elle redescend. Donc c'est ça qui va donner de la volatilité. Cette valeur-là, évidemment, si on la prend 2 fois plus petite, ben, la progression va être 2 fois plus faible. Donc en fait, cette valeur-là est assez clé. Et donc, pour discipliner l'exercice, on dit quelle est la valeur de C qui est nécessaire pour répliquer la volatilité de la volatilité de la valeur des entreprises dans l'économie. Vous vous souvenez, on avait ce point 15 qui était la volatilité de J dans l'économie américaine entre 1951 et 2004. Eh bien, on choisit la valeur de C pour matcher cette volatilité. Et il se trouve que ça correspond à un jump de 2% de la valeur. C'est-à-dire que c'est presque quelque chose d'indiscernable. J'ai ma valeur de l'entreprise, mon action Google vaut 100, puis un jour, elle vaut 102. Et c'est le début de l'enclenchement de la dynamique sur la coordination d'une bulle. Et donc les gens se mettent à tous les ans croire que la valeur va croître à un taux qui est celui du taux d'intérêt plus le taux de destruction de la bulle, ce grand R. Et on va regarder ce que ça donne sur les autres statistiques du modèle. Alors on n'est pas très inquiet parce qu'on sait que si on a la bonne volatilité de J, la valeur des firmes, on va avoir la bonne volatilité de θ et ça ne manque pas, c'est ce que dit le modèle. Donc un modèle sans bulle, le modèle fondamental de Pissarides, avec 0,02 de choc technologique, ça donne 0,026 de volatilité de θ. Et le modèle avec bulle, où on a calibré le grand C, le jump de la valeur des firmes pour avoir 0,15 ici, ça nous donne 0,23. Alors, ce n'est pas tout à fait 0,37, mais on est dans l'ordre de grandeur de la volatilité. Alors, je ne vais pas raffiner et dire toutes les dimensions qui sont matchées ou pas matchées. Je vais juste ajouter une remarque, et c'est l'échec de cette extension du modèle. Ce modèle, j'avais beaucoup d'espoir sur le fait qu'il générerait de la persistance dans les données, mais il n'en génère pas. En fait, ce qu'il génère, c'est en fait une absence de persistance et un skewness, parce que quand la bulle s'effondre, ça fait une skewness négative qui n'est pas dans les données. Donc en fait, le modèle n'est pas suffisant. Il fait de la volatilité, mais il n'explique pas la persistance, il ne fait pas les hump shapes que Louis a décrits hier. Et donc on réfléchit à des variantes autour de ce modèle, avec quelque chose qui va ralentir l'ajustement, et en particulier les chocs sectoriels et des bulles sectorielles avec réallocation lente d'un secteur à l'autre est un bon candidat pour aller dans cette direction. Ça ne change pas fondamentalement les équations du modèle, mais ça les complique évidemment un petit peu. Je vais passer ça pour garder un petit peu de temps pour la deuxième partie ou la dernière partie de l'exposé. Donc qualitativement, on a une amplification qui est dérivée en forme explicite. Les solutions ne sont pas très différentes des solutions habituelles. Quantitativement, donc on a ces solutions exponentielles. Elles augmentent sensiblement la capacité du modèle, mais la persistance n'est pas suffisamment bien capturée par le modèle. Ça soulève aussi des questions intéressantes sur l'efficacité. Donc la discussion de l'efficacité dans le modèle d'appariement est intéressante parce qu'il y a un second best avec des conditions dites de osiose d'efficacité. Donc il faut que le social planner puisse internaliser les externalités d'appariement. C'est des dimensions intéressantes. Dès qu'on met des bulles, cette discussion devient encore plus passionnante parce qu'on doit se poser comme préalable la question de savoir si le planificateur social aime les bulles ou pas. Et mon intuition serait de dire le planificateur social ne devrait pas aimer les bulles, il devrait maximiser la valeur des fondamentaux. Puis quand on pense aux régulateurs américains, quand ils voient les investisseurs étrangers se précipiter pour acheter du Google, puis ensuite se faire rincer par le marché et que la valeur disparaisse, peut-être que le planificateur social américain, lui, il n'est pas mécontent de voir les investisseurs européens se faire rincer. Il y a un peu d'introspection dans ça, parce que je me souviens avoir, en 2000, acheté quelques actions et d'avoir tardé à les vendre. Voilà, donc c'est une extension possible de ces modèles et qui est finalement pas si compliqué que ça à mettre en œuvre si on accepte cette petite déviation de rationalité, en tout cas de second order irrationality. Alors l'autre dimension qui est peut-être intéressante à discuter, c'est d'introduire donc des frictions financières et frictions sur les marchés des biens. Alors au départ, en fait, l'analyse c'était de dire, au fond, le marché du travail
détermine le niveau de chômage, mais il n'y a pas que le marché du travail. Il y a aussi le marché des biens et les marchés financiers. Donc ça se passe un peu en dehors du marché du travail. Et on peut aussi penser à des déséquilibres keynésiens, la vieille idée de Keynes, que le déséquilibre sur le marché du travail peut venir en fait de revenus insuffisants du marché des biens. Alors comme on a compris que les modèles d'appariement pouvaient donner des choses assez simples, on s'est dit dans un premier temps, c'était le point de départ avec Philippe Weil sur les marchés financiers, imaginons une fonction d'appariement aussi sur le marché du crédit, où il y aurait des banques qui offrent des liquidités et qui rencontrent stochastiquement des demandeurs de liquidités qui vont être des nouvelles entreprises ou des nouveaux projets d'entreprise. Donc ça va être MC. Puis il va y avoir MG qui va être la fonction d'appariement sur le marché des biens. Les consommateurs aimeraient consommer des biens nouveaux, ils cherchent, ils font des shopping time, shopping effort. Et puis les entreprises ne sont pas immédiatement en capacité de vendre, elles doivent créer leur marché, ça prend aussi un peu de temps. Donc tout ça, on peut le résumer de plein de façons différentes. On peut mettre Dixit-Stiglitz, on peut mettre concurrence imparfaite. Nous, on le fait sous forme de fonction d'appariement parce que ça donne des choses finalement qui se résument à ces variables clés qui sont les tensions. Donc il y a une tension sur le marché du travail, une tension sur les marchés du crédit qui va être le ratio du nombre de demandeurs de crédit sur le nombre d'offreurs de crédit. Et donc on peut éventuellement, même si on n'a pas été capable de le faire jusqu'à présent, mettre la politique monétaire à cet endroit-là. Et puis XI, qui est la tension sur le marché des biens, qui est un peu une capture du déséquilibre sur le marché des biens et derrière les pressions inflationnistes que ça peut générer. Donc le timing ici va être quelque chose de ce style-là. Donc vous avez une entreprise nouvelle ou un projet marginal d'une nouvelle entreprise qui va sur le marché du crédit, qui se matche sur le marché du crédit avec un paramètre qui dépend de la fonction d'appariement et de la tension du marché du crédit. Il arrive sur le marché du travail, il recrute un travailleur, et puis ensuite, une fois que le travailleur est arrivé, la firme pourrait produire, elle pourrait vendre, mais elle ne le fait que quand elle a un consommateur qui accepte d'acheter son produit. Et ça se produit avec cette probabilité lambda qui dépend de la tension du marché des biens. Et donc on a trois variables clés, les tensions sur ces trois marchés qu'il va falloir résoudre à l'équilibre. Et puis il y a des transitions dans l'autre sens, donc là c'est les créations de valeur, ça c'est les destructions de valeur, donc les consommateurs changent de goût, SG, donc l'entreprise revient à l'état où elle ne peut plus vendre, les travailleurs peuvent quitter l'entreprise, où le capital peut devenir obsolète, ça serait SL, et puis on a SC qui est un choc de crédit, une espèce de banqueroute de l'entreprise qui ramène l'entreprise à l'étape initiale. Alors, les idées sont plutôt naturelles. En fait, on peut introduire les fonctions d'appariement et résoudre le modèle. Ça a pris un petit peu de temps à le mettre sous la forme d'une seule équation unique qui capturerait tout. Alors, je vais vous donner l'équation unique et ensuite, j'essaie d'écrire les différents blocs. Cette équation unique, elle ressemble d'assez près à celle de Pissarides, avec des termes en rouge et en bleu. Les termes en rouge, c'est l'impact des frictions du marché du crédit. Et les termes en bleu, c'est l'impact des frictions du marché des biens. Mais si vous enlevez les termes en rouge et en bleu, vous retrouvez gamma sur Q égale x moins W sur R plus S. Et ces termes ici vont capturer l'intensité des frictions de chacun des deux autres marchés. Et derrière, on peut faire des exercices de décomposition et savoir quelle est la part des différents marchés et leurs frictions. Qu'est-ce qui, en fait, va déterminer la création d'emplois et le chômage? Est-ce que c'est plutôt les frictions du marché des biens, ce gamma, ce Q, ou est-ce que c'est plutôt les autres paramètres des marchés? Donc l'exercice ultime, c'est quantitatif et c'est la dynamique de ça. Voilà. Alors pour le faire de façon séquentielle, je commence par éliminer les frictions du marché du crédit et d'introduire les frictions du marché des biens. Donc j'ai mon équation. La première étape, c'est de se dire s'il y a des frictions sur le marché des biens, le revenu de l'entreprise va être sa productivité fois le prix, et le prix va être le résultat d'une négociation dont le cas limite ce serait un prix posté. Et donc le premier ingrédient du modèle, ce P ici, c'est le prix qui va être l'objet de la négociation entre le consommateur et l'entreprise. Si vous n'aimez pas la négociation, vous prenez le cas limite dans lequel l'entreprise a tout le pouvoir de marché et ça devient une constante des paramètres. Donc premier bloc. Le deuxième bloc, donc, c'est que les consommateurs cherchent à rencontrer des produits et vice-versa. Et donc, c'était le lambda du timing que j'ai présenté. Le temps pour trouver un consommateur dépend de la tension du marché des biens. C'est reflété par l'inverse de ce taux de Poisson lambda, donc le nombre de matchs sur le marché des biens divisé par le nombre d'entreprises qui veulent vendre. C'est un paramètre. Et ce paramètre, en fait, il ralentit la capacité à vendre des entreprises. Une entreprise arrive sur le marché, elle ne vend pas tout de suite, et puis juste après, elle peut être touchée par un choc où elle rencontre sa demande, et donc elle peut se mettre à vendre. Donc du coup, il y a deux types d'entreprises dans ce modèle. Celles qui vendent et qui font des profits, et celles qui pourraient vendre, qui
peuvent produire, donc qui sont en fait les firmes potentielles, mais qui ne vendent pas immédiatement. Et la raison de mettre en avant qu'il y a deux types d'entreprises, c'est qu'en fait, ça crée dans ce modèle un taux d'utilisation des capacités, qu'on va appeler gamma, qui va être en fait le nombre d'entreprises qui vendent divisé par le nombre d'entreprises qui pourraient vendre. Et donc, c'est un truc qui va être 80% dans la plupart des économies occidentales, mais avec des fluctuations entre 70% et 90% selon le marché. Et il se trouve que ce gamma, ce taux d'utilisation des capacités, c'est une fonction de ce taux de transition sur le marché des biens. Ça tend vers 1 si les frictions sur le marché des biens disparaissent, c'est-à-dire si les entreprises recrutent instantanément un consommateur, eh bien, lambda tend vers l'infini, ce truc-là tend vers 1. Et c'est un taux d'utilisation des capacités actualisé par le taux petit r, parce que les entreprises commencent par faire des pertes, elles doivent payer leurs salariés sans vendre, et donc ça donne ce nombre-là. Et c'est ce nombre-là, en fait, qui est un poids qui diminue les profits potentiels des entreprises. Et donc on a gamma sur Q égale le revenu potentiel des entreprises, c'est-à-dire X fois P, fois le taux d'utilisation des capacités actualisé, petit r, qui en fait, une fois qu'on a tordu le modèle dans tous les sens, on peut le ramener à cette forme extrêmement simple. Et W a un bar ici parce que c'est la moyenne des salaires des entreprises qui font des profits et la moyenne des salaires des entreprises qui essayent de vendre leurs produits. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on voit ici avec cette formule que ce WG ici, c'est bien la perte que font les entreprises quand elles essayent de vendre. Quand Google commence par faire 5 années de cash flow négatif, c'est bien parce qu'elle doit payer ses salariés, WG, alors qu'elle n'a pas encore réussi à tarifer ses services. Ou Amazon, ou toutes les entreprises que vous pouvez imaginer. Donc on a cette équation-là. L'attention sur le marché des biens, donc ce XI, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, une fois qu'on résout le modèle, c'est extrêmement simple. Il se trouve qu'à l'état stationnaire, l'attention sur le marché des biens, ça vaut 1. Et quand j'ai montré ça à Pissarides il y a quelques années, il m'a dit, en fait, c'est la loi de C, un peu stochastique. Il y a autant d'offreurs que de demandeurs, stochastiquement. Simplement, les gens qui veulent acheter ne sont pas forcément dans des entreprises qui produisent et les entreprises qui vendent n'ont pas forcément des salariés qui sont en train de consommer. Mais en moyenne, il y a autant de gens dans l'économie qui consomment que d'entreprises qui essayent de vendre. Et ça donne ce ratio qui est égal à 1. Du coup, le modèle est assez simple à résoudre puisque l'attention du marché des biens est juste une fonction des paramètres, en l'occurrence ici 1. Hors de l'état stationnaire, ce n'est pas vrai, et au contraire, la dynamique de la tension du marché des biens va être assez persistante, et elle va justement générer la persistance qui peut manquer. Mais en état stationnaire, le modèle est bloc récursif et se prête assez bien à l'analyse. Alors, sur le marché financier, il me reste 4 minutes, c'est à peu près ce qu'il faudra. Sur les marchés financiers, je reviens dans un premier temps au marché des biens parfaits, lambda égale infini, donc les entreprises vendent immédiatement. Comment est-ce qu'on met le marché financier ici? Donc on définit le ratio de la demande de crédit sur l'offre de crédit. Et donc les entreprises sont matchées avec un financier avec un taux P de phi. Et donc il y a un concept qui apparaît dans cette économie qui est l'équivalent de gamma sur Q, qui étaient les coûts de recherche pour recruter un salarié. C'est à peu près l'équivalent, c'est le coût que payent les investisseurs pour trouver un financier et le coût de screening que payent les banques pour recruter une entreprise qu'elle va financer. Et donc la somme de ces deux-là, c'est en fait la valeur des coûts financiers dans l'économie. Et c'est un concept empirique qui est assez facile à matcher dans les données, c'est la valeur ajoutée du secteur financier, qui va être entre 3 et 5%, peut-être 6% ou 7% pour les États-Unis, et qui va nous permettre donc une calibration. Donc ce grand cas, c'est la valeur actualisée dans le PIB des frictions financières. On peut prendre sa valeur d'annuité. Il se trouve que ça se multiplie par R plus SC, le taux de faillite des entreprises. Et quand on fait ça, c'est là qu'on fait apparaître le petit K de phi, donc qui est en fait le burden financier qui pèse sur l'économie, qui se voit à deux niveaux. Tout se passe comme si les coûts financiers augmentaient le coût de recrutement. Au lieu de payer simplement gamma pour recruter un travailleur, on paye ça plus en annualisation les coûts financiers. Et ici, ça se défalque des profits puisqu'on a X moins W moins K de phi. Et puis il y a ce petit taux d'actualisation supplémentaire. Donc c'est comme ça que les blocs rouges apparaissent. Et à nouveau, si on connaît la valeur de K dans la comptabilité nationale, on a la valeur de petit K, on connaît le taux de faillite qui est de 1% par an, et donc en moyenne, et donc on va avoir une calibration possible. Donc je réunis les deux blocs et j'ai cette équation unique. Gamma plus K sur Q est égal à X P taux, etc. Donc voilà que cette équation symbolise les trois frictions de marché. Du coup, on peut faire la décomposition, c'est ça qui nous intéressait au départ. On peut décomposer ça en réarrangeant un petit peu comme le coût des frictions financières, grand K de phi, donc 6% du PIB pour les États-Unis,
Le coût des labor frictions. Le coût des goods frictions, c'est quoi? C'est le nombre d'entreprises qui ne sont pas en train de faire des profits, mais qui sont bien obligées de payer les salaires des salariés. Et ça dure autant de temps qu'elles ont des frictions pour trouver des consommateurs. Et ceci doit être à l'équilibre égal au profit espéré fois la fraction d'entreprises qui vendent, donc le taux d'utilisation des capacités. Donc on peut faire cet exercice et se demander, est-ce que ça vaut 5%, 20%, 50%, et ceci et ceci. Donc je vous laisse deviner quel est votre chiffre préféré pour la part des frictions financières. Une des grandes critiques qui a été faite de Pissarides, c'était de dire, au fond, les coûts de recrutement des entreprises sont faibles. Et de fait, on s'est amusé à faire cet exercice-là. Quand on essaye de faire la décomposition sur 3 économies, donc Royaume-Uni, Allemagne et Espagne, la part du labor, la part des frictions financières est entre 4 et 12%. Elle est particulièrement faible en Espagne parce qu'il y a tellement de chômage qu'on peut trouver n'importe qui comme on veut, c'est pas très long. Et dans une économie qui serait plus tendue, on aurait des coûts de recrutement de salariaux qui sont une fraction plus importante des coûts d'entrée totaux des entreprises. Les coûts du crédit sont de l'ordre de 50 voire 80%. Donc, quand il y a beaucoup de frictions financières, c'est une composante importante des coûts d'arrivée sur le marché des entreprises. Et les frictions sur le marché des biens représentent le résidu qui serait entre 1 tiers et 40%. Ça, c'est la première chose, mais on s'est dit, du coup, est-ce que ça veut dire que les frictions du marché du travail ne marchent pas? Elles n'ont aucun intérêt puisqu'elles sont quantitativement faibles. Et en réalité, en faisant des exercices de statique comparative où on fait varier les frictions de façon exogène, on fait varier par exemple le paramètre d'échelle des fonctions d'appariement, on se rend compte qu'il se passe quelque chose, c'est que bien que ceci soit petit, le modèle est extrêmement élastique à ces frictions. C'est-à-dire que lorsque vous augmentez de 1% la vitesse d'appariement sur le marché, vous augmentez de 1% l'emploi dans cette économie. Les frictions de Noël sont en fait très importantes sur le niveau du chômage, donc ça rassure Pissarides, puisqu'il y avait bien un sens à avoir ces frictions sur le marché du travail. En revanche, ces blocs-là qui sont quantitativement importants, en fait, si vous augmentez ou diminuez les frictions sur le marché des financiers ou des biens, ça a un impact induit sur les salaires et sur les prix qui compense plus ou moins la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, les frictions du marché du crédit et des biens sont internalisées dans les salaires et donc contribuent assez peu aux variations du chômage. Je ne dis pas qu'elles n'ont aucun effet, mais il y a des effets complexes. Par exemple, si vous augmentez les frictions financières, à l'équilibre, les salaires baissent. Et donc, du coup, ça compense un peu les entreprises. Okay, donc, on peut retenir que oui, les frictions du marché des biens du travail ne sont pas si importantes que ça, mais elles sont quantitativement importantes dans les variations. Donc, du coup, ça suppose, et c'est la dernière question qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de volatilité du marché du travail avec ce modèle? Alors, on s'est amusé à faire l'exercice où on prend le modèle de Pissarides de base, le modèle L, avec les frictions uniquement sur L. On met un choc de productivité, on a le total fail, peu d'amplification et pas beaucoup de persistance, c'est ce que ça donne. Quand on met les frictions financières, c'est la courbe en rouge, donc c'est ce qu'on appellerait le modèle CL. Vous avez une amplification avec des paramètres raisonnables qui est de l'ordre de 4 ou 5. Il y a un multiplicateur financier de 4 ou 5. Il n'y a pas le shape, mais on a donc cette décroissance. Quand on met un peu le modèle dual goods and labor, on commence à avoir un shape. Et quand on met les trois ensemble, on a cette courbe en cloche qui génère de la persistance. Et la raison, c'est qu'on rajoute une étape dans l'amplification des entreprises. Un choc de profitabilité crée des embauches. Ces embauches créent des consommateurs. Ces consommateurs créent une demande. Et c'est un cycle qui est un petit peu plus long. Si vous voulez, c'est un peu un time to consume de la littérature macroéconomique qui apparaît ici. Pourquoi est-ce que les frictions financières créent de la volatilité supplémentaire? C'est parce que dans l'équation qui était ici, elles introduisent une partie grand K fixe qui diminue la volatilité des coûts de recrutement. C'était l'intuition de Pissarides. En fait, Pissarides, dans son papier Econometrica de 2009, je me trompe de 20 ans ici, c'est 2009, avait eu l'intuition que si on reparamétrait le modèle avec un coût fixe d'entrée sur le marché, on obtenait la bonne volatilité. Et ici, en fait, c'est le coût financier qui est indépendant des marchés du travail qui joue ce rôle. Voilà, donc dernier ou avant-dernier slide. Donc le chômage ne dépend pas que du marché du travail. C'est le principe selon lequel le chômage est quelque chose de trop important pour le laisser aux économistes du travail. Il se passe des choses sur d'autres marchés et ces autres marchés sont aussi importants pour l'analyse.
Le bloc du marché des biens se prête assez bien à l'analyse des stimuli fiscaux. Malheureusement, on n'a jamais eu de multiplicateurs fiscaux très très forts dans ce modèle. Peut-être parce qu'on ne sait pas bien mesurer l'hétérogénéité. Et donc là, pour le coup, il faudrait importer d'autres ingrédients. Et puis peut-être que ce CLG modèle est un bon point de départ pour estimer un modèle macroéconomique avec des chocs d'offres, de demande et de crédit, parce que c'est en fait les trois dimensions naturelles qui impactent les trois marchés. Donc voilà. Merci. Oui, pardon, j'ai un peu dépassé. Prendre une ou deux questions rapides. Alors, moi, ce que j'ai observé, c'est que certaines de ces bulles, par exemple la .com et tout ça, ce sont des bulles qui ont lieu à peu près en même temps dans les autres pays. Donc, est-ce qu'il y a une place dans le modèle pour la propagation entre pays ou est-ce que c'est vraiment un modèle d'économie fermée? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que subitement... alors, à nous, je parle sous le contrôle des vraies personnes en finance qui n'aiment pas toujours cette question de bulle, mais si on parle d'un sunspot, c'est un peu la variable extérieure du modèle. Pourquoi est-ce que les gens se synchronisent sur la tâche solaire et qui donc du coup touche effectivement plusieurs marchés. Pour avoir travaillé sur les marchés immobiliers, où là, pour le coup, il y a eu une propagation. Par exemple, telle ville se met à avoir un marché financier qui augmente, le centre de Paris, et puis ça se propage à la périphérie. On voit qu'il y a à la fois des aspects macro, donc peut-être la politique monétaire permet le crédit, donc du coup, il y a un effet global, et puis cet effet global est concentré sur certaines zones qui se propagent ensuite lentement. Donc je pense qu'il y a des phénomènes très riches qui se passent là, et l'impression que j'avais, c'est que parfois les investisseurs voient les prix augmenter alors Vancouver 30%, c'est ça ce que j'ai appris à midi, voient d'un seul coup le marché augmenter, et donc ne réfléchissent plus tellement en termes de la valeur des fondamentaux, mais plutôt en termes de quel est le gain en capital que je vais faire l'an prochain. Et c'est ça la synchronisation sur la bulle, c'est qu'on attache moins d'importance aux fondamentaux et plus à la croissance future. Ça reste rationnel individuellement. Les détenteurs de portefeuille qui vont dire « je ne vais pas passer à côté de la bulle, je sais bien que ce n'est pas rationnel, mais je vais quand même y aller, sinon mes autres concurrents vont faire 5% ou 6% de rendement de plus que moi ». Donc voilà, donc il y a un aspect un peu comportemental, et ce n'est pas une déviation si grande que ça de la rationalité. Alors après, entre pays, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'à l'époque, on était tous fascinés par les .com et on n'avait pas de modèle de pricing qui était bien élaboré, donc on devait se baser sur ce qui existait dans la presse, dans les médias. Et cette propagation était un peu une propagation c'est pas des fausses informations, parce qu'on ne savait pas en fait, mais il y avait cet espoir un peu irrationnel dans la croissance. Donc on se jetait là-dedans. Voilà. Là, c'est une petite économie ouverte, ce qui nous permet de ne pas parler de ça, mais effectivement, on peut réfléchir à la synchronisation des bulles, de même que aussi l'explosion des bulles. Ça joue dans les deux sens. Il peut y avoir un cycle de désynchronisation qui est intéressant. Donc en fait, la prochaine étape, c'est de réfléchir plus en termes, non pas de valeur d'entreprise sur des actifs liquides, mais vraiment des actifs moins liquides comme les marchés immobiliers, et de voir ce que le modèle peut prédire sur ces questions. J'aimerais connaître ton opinion sur la question suivante. L'approche de Pizarro, ça s'est développé dans le contexte historique à peu près au même moment où Kelly et Prescott développaient la leur sur les modèles du cycle réel dans les années 80, début des années 90. À une époque où Kelley et Prescott nous avaient convaincus que les chocs à la productivité totale des facteurs expliquaient 85% de la variance cyclique. Et je comprends que les premiers modèles aient été des modèles où les fluctuations sont initiées par ce type de choc-là, parce qu'on pensait que ça expliquait presque tout des variations cycliques. Et depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus de preuves qui s'accumulent, que ce soit basées sur l'estimation de systèmes macro-autorégressifs ou des modèles d'équilibre général dynamique stochastique structurel, comme quoi ce type de choc-là expliquerait entre 20 et 35% des variances de la variance de l'output aux fréquences cycliques, si bien que ça laisse entre 80 et 65% de l'explication à d'autres types de chocs. Moi, je veux juste connaître
ton opinion sur le pourquoi, encore aujourd'hui, qu'il semble que la référence, ce soit d'introduire des nouveaux mécanismes de propagation qui sont endogènes, mais encore, quand vient le temps de confronter ça aux données, de prendre le choc, le seul choc à la TFP comme étant la force motrice de la volatilité dans le modèle. Est-ce que, c'est pas une question piège, je connais ton opinion, je sais que tu connais bien ce domaine-là. Alors, c'est quoi l'idée? D'abord, je ne le connais pas bien, j'ai beaucoup appris de mes co-auteurs, mais je crois qu'on a eu quelques années, on a commencé, enfin, bon, c'est un travail de 10 ou 15 ans en fait, de constitution des blocs, mais à un moment, une des difficultés, c'est quand on avait plus qu'un choc, on butait un peu sur des contraintes de discrétisation de l'espace des solutions, et donc ça devenait vite compliqué. Donc il fallait imaginer des hypothèses qui simplifient un peu le modèle pour ne pas avoir trop de variables de contrôle et de variables d'état à discrétiser, parce que l'espace, l'hyperespace de discrétisation devenait important. Donc c'est une mauvaise réponse au départ, mais on l'a traité. Hein. Mais c'est un peu compliqué, on avait besoin d'algorithmes plus puissants ou d'ordinateurs plus puissants. Mais ils sont arrivés, ces ordinateurs, et Nicolas me dit que maintenant on arrive à faire ça. Donc on a rajouté les 3 chocs en même temps. L'idée, c'est ce que je disais un peu en conclusion, c'est que effectivement, je suis d'accord que les chocs de technologie ne sont pas tout. Je ne pensais pas que c'était 80%, mais j'aurais pu dire, j'avais en tête 50-60%. Et donc c'est là que je me disais, de toute façon, même s'il manque 60%, l'ordre de grandeur de 10 à 15 qui manque, tu vois, entre ce point 002 et ce point 37, ne va pas être capturé par les autres chocs. D'ailleurs, Mortensen et Najipal avaient fait un papier de réponse à Scheimer où ils disaient, en fait, il y a déjà 40% des chocs qui ne sont pas sur la technologie, enfin, pardon, 40% des chocs de technologie, donc 60% et ça rescale un petit peu l'intensité du puzzle. Maintenant, la question, c'est quel type de choc on veut mettre. Donc, des chocs de demande, des chocs de politique monétaire, des chocs de préférence, et on retombe sur la discussion que tu as menée hier, c'est comment on discipline cet exercice. Est-ce que 3 suffisent? Et si 3 suffisent, ce qui effectivement, ça serait pas parfait, parce que ça correspond bien à ce qu'on peut analyser sans trop compliquer le modèle. Je vois, j'arrête. La discussion était... Merci.